Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette rencontre après Pitfall. Donc le film d'André de Toth avec Philippe Garnier. Je vais lui laisser la parole parce qu'il a quelques mots d'introduction à vous faire avant la discussion qui suivra le film. Juste pour vous dire qu'à l'issue de la discussion avec Philippe, on pourra se retrouver sur la mezzanine où il signera son livre publié il y a une petite trentaine d'années maintenant, de Rencontres avec André de Toth, qui est publié chez Actes Sud, Institut Lumière. Il est épuisé depuis belle lurette, mais notre valeureuse libraire en a trouvé quelques exemplaires, et Philippe en a ramené lui-même la dizaine d'exemplaires qui lui restaient. 8 exemplaires qui lui restaient de Los Angeles. Voilà, à tout à l'heure. Donc Philippe. Le film que vous allez voir, c'est le seul film noir que de Toth a fait. Chasse aux gangs, par exemple, qui passe ce soir, c'est un policier, c'est des criminels, etc. Mais c'est un film noir sans les oripeaux. Dick Powell, l'acteur principal, marche dans les rues la tête nue. Il n'y a pas de Borsalino, ni rien. La photo, c'est pas du noir et blanc ciselé à la Muzuraka donc c'est une photo très claire. Tout se passe dans la journée. Mais c'est un film noir. J'ai un copain, que vous connaissez sans doute, Eddie Muller, qui dit toujours If the guy is fucked, it's a film noir. Si le type est dans la merde, c'est un film noir. Donc le titre français, il s'appelle ici Le Piège, mais en fait ça devrait s'appeler plutôt L'Engrenage. Parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui est pris au... tout d'un coup, il y a les conséquences à payer. Et pas simplement the guy, mais aussi la femme, dans ce cas-là, c'est pareil. Et tout le monde doit payer. Et donc c'est un film sur le mariage, un des plus tristes que je connaisse. Et voilà, je vous envie si vous n'avez pas vu, parce que c'est vraiment bien. Un film rare, donc une copie 35 mm qui vient de UCLA pour l'occasion. Merci à Jean-François Roger et à la programmation de l'avoir fait venir. Philippe, c'est un film hollywoodien tellement curieux quand même et fait, on peut le dire, je pense, en marge du système ou du système des studios. Est-ce que ça tient principalement à son interprète principal, Dick Powell? Oui, parce qu'il est d'abord il est coproducteur. Donc c'est vraiment, vous avez vu Regal Film, Regal Film, avec la couronne et tout ça. C'est une compagnie indépendante que Powell a fait avec une ancienne connaissance de Toth, qui était producteur d'un Child Escape à Columbia. J'ai oublié son nom. Et en fait, donc ce producteur avait acheté les droits de ce livre, The Pitfall de Jay Dratler. Et quand il a essayé il a demandé à... Alors bon, vous avez vu, il y a sur le générique, c'est, je sais pas, Camp ou un nom comme ça. Le type n'a absolument rien à voir avec l'écriture du scénario. D'après De Toth, c'est William Bowers et lui. Alors William Bowers, c'était son grand compère. William Bowers et lui qui ont torché ça en 3 week-ends à Palm Springs. William Bowers et lui, au moins, ils partageaient une passion, c'était l'aviation. Et puis, peut-être modérément aussi l'alcool, mais Bowers beaucoup, De Toth moins. Et c'est très amusant de voir la source, parce que l'histoire est la même, mais
c'est un roman à la James Cain, première personne. C'est beaucoup plus cru. C'est même carrément un peu sordide. Il y a par exemple le manuel du parfait adultère. Le type, il a dans sa boîte à gants, il a le déodorant, il a le détachant pour le rouge à lèvres sur le col. Il dit à Mona, ou il offre à Mona plutôt du Channel 5 parce que c'est le parfum de sa femme. Enfin, et puis en plus, la liaison, c'est pas 24 heures. Donc c'est très très différent. Le personnage de Mac, qui est absolument une création ici, enfin dans le film, absolument fabuleuse. Grâce à Raymond Burr évidemment, mais aussi la façon dont il est écrit. C'est un méchant, mais c'est un méchant mais éduqué. Même dans le livre, il est tout le temps en train de citer William Blake. Enfin, c'est un peu bizarre. Et dans le livre, c'est juste un procédé narratif, c'est-à-dire qu'en fait, il a donc arrêté le type, c'est pour vol enfin c'est pas pour embezzlement, c'est pour vol de sac à main, quoi, carrément. Et il a découvert qu'il était marié à Mona. Et donc, lui, il en pince pour elle. Mais elle l'a rembarré. Donc, il demande à ce type, donc au héros, il dit, tu sais, tu devrais la rencontrer. Alors, c'est pas du tout en qualité d'ajusteur d'agent d'assurance. Alors là, c'est là que c'est marrant, c'est que Jay Dretler, qui ressemble à un prof de chimie, un peu que vous pouvez pas voir, mais enfin, il a vraiment il a la brosse, il a les lunettes et tout. Ce type, il était dans l'édition à New York et tout ça, il est éduqué à la Sorbonne, et c'est peut-être pour ça qu'il citait Blake, je sais pas, enfin bon. Et il est devenu scénariste. Et à la 20th Century Fox, et le personnage que joue Dick Powell dans le livre, il est scénariste à la 20th Century Fox. Ah oui, au fait, lui, il était scénariste, il a travaillé pour Preminger à la Fox, sur Laura, et aussi pour chez Paramount, un des premiers films de... oui, j'ai oublié son nom, je m'excuse. Donc c'est marrant de voir donc la même histoire, mais ficelée complètement différemment. Et par exemple, donc le personnage de Mac existe tellement peu que Mona, il n'y a pas de scène de harcèlement. Et Mona, je sais même pas si Mona là-bas, enfin lui tire dessus, je me souviens plus. Enfin, c'est vraiment différent, et ça se termine à la Cain aussi, c'est-à-dire que le héros, il assiste au procès de Mona, et comme c'est une voix de tête, c'est la première personne et tout, et c'est très très James Cain, il dit and Mac is gonna get Mac is gonna get Mona, et donc c'est une histoire complètement différente et beaucoup moins noire en fait que celle-là, parce que celle-là c'est vraiment engrenage, pas simplement pour lui, bon, mais aussi pour elle, donc c'est le meilleur rôle de Dick Powell à mon avis, parce que bon, au début c'est toujours le Dick Powell qu'on connaît, hein, avec le chapeau, il marche droit comme un nid, l'impression qu'il mâchouille des citrons à longueur de journée, et puis on voit à la fin un personnage complètement défait, quand les scènes dans la cuisine où il avoue tout. Elle, pareil, Elizabeth Scott, c'est quelqu'un qui a joué des femmes fatales presque toute sa carrière, mal d'ailleurs à mon avis, et là elle joue un rôle, elle pourrait être une femme fatale et elle l'est pas.
Et donc, tous ses ennuis découlent de là, en fait. Donc, De Toth, quand il a vu le livre, il y a un truc où Jane Wyatt, la femme, dit ouais, en fait, j'ai pensé à divorcer, mais bon, si un mari a été un bon mari pendant tout ce temps et puis qu'il a fait une faute pendant 24 heures, combien de temps doit-il payer? De Toth me disait, c'est ça qui m'intéressait. Alors, d'abord, et d'une, à mon avis, ça l'intéressait parce que il était peut-être coutumier du fait aussi, mais pour son casting, par exemple, alors De Toth aussi, c'était un de ses grands trucs. Il dit, le casting, pour moi, c'est pas un acteur, est-ce que c'est un bon acteur ou pas, c'est la personnalité de l'acteur. Pour Sterling Hayden, c'est l'alcoolisme, c'est le fait qu'il n'aimait pas faire l'acteur, etc. Donc il va jouer un flic. Enfin, ça c'est pour le film d'après. Enfin, et il disait toujours, il faut que je connaisse le type et que surtout que je repère la faille dans l'armure pour en jouer. Et là, dans le cas de Dick Powell, qui était son boss, puisque c'était Dick Powell qui produisait, il savait, comment, je ne sais pas, mais il savait que, alors Dick Powell était marié, fameusement marié à Joan Allison, mais à cette époque-là, justement, il était un peu empêtré dans une histoire comme ça, dans une liaison. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est si bon que ça. Mais ça c'est dans tous les grands films et tout, c'est le casting de Toth qui enlève le morceau. Par exemple, dans le film qu'on va voir juste après, là, Ramrod, Femme de feu, c'est le casting de Joel McCrea qui fait que on peut croire à une femme forte jouée par Véronica Lake, par exemple. Voilà. Encore une fois, on en parlera après, mais donc c'est une des. J'ai lu le livre pratiquement avant de partir, donc à Los Angeles. Alors Los Angeles, quand même. Tu as fait plusieurs visites, etc. Tu as reconnu des lieux. Ça, c'est formidable, c'est parce que il y a des films noirs qui ont la réputation d'être tournés, Criss Cross par exemple, tournés dans les rues de Los Angeles, etc. Et en fait, c'est juste des équipes, des secondes équipes, et puis des transparences, quoi. Là, c'est des vrais endroits, downtown, la police avec la mairie, on reconnaît le Brown Derby, le restaurant, et elle travaille à la May Company, cette espèce de building art déco, c'est un grand magasin, May Company, à les modèles, et c'était assez amusant pour nous parce que la dernière fois que tu es venu à Los Angeles, c'était pour aller dans ce building qui est devenu le musée de l'Académie, là où il y a tous les Oscars, etc. Et ils ont gardé la façade, mais seulement la façade. Donc ça c'est le genre de plaisir qu'on a quand on habite dans le coin. De Toth, donc il a écrit le scénario, il a regardé très attentivement le casting, ça il te le raconte, il s'en vante même, il voulait Raymond Burr, il voulait Elizabeth Scott, etc. Et Jane Wyatt, qui est absolument formidable. J'ai oublié de dire que une des faiblesses et des nombreuses faiblesses de ce livre, c'est que c'est la femme. La femme, c'est une carpette, elle est enceinte de 5 mois, elle se trouve moche, et quand il lui avoue sa faute, elle lui pardonne tout de suite. Enfin, je veux dire, elle dit bah oui. Tandis que là, dans le film, c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage, c'est un vrai drame aussi. C'est le happy ending le plus triste que j'ai jamais vu dans un film. Parce que bon, ouais, on va essayer. Enfin bon, c'est pas gagné, quoi. Je veux dire. Et c'est quand aussi, c'est un film très bizarre parce que De Toth, c'était quand même c'était un playboy, c'était un pilote de course, c'était tout ce qu'on voulait.
faire un film comme ça qui donne dans la normale, enfin dans le couple normal, enfin il y a les dialogues à la Nick and Nora ça c'est tous les échanges et les dialogues, c'est pas de Toff, hein, c'est Bill Barros qui était vraiment très connu pour mettre un peu de poivre dans les échanges. Alors Bill Burroughs, là par exemple, il est pas au générique, c'est parce qu'il était sous contrat à la Universal, mais il était tout le temps sous contrat chez quelqu'un, et ça ne l'empêchait pas de travailler ailleurs. Et là, en particulier, De Toth racontait un truc avec... il avait la réputation de boire tout le temps, etc. Donc, une fois sur un film... on dit non, tu viens sur le plateau, mais on va te surveiller, etc. Alors il dit ouais, ok, je vais rien boire et tout ça. Et il avait une poche, une espèce de bouillotte sous l'aisselle, et de temps en temps il faisait ça comme ça, et il se prenait un coup de gin et tout. Enfin, bon, ça c'était De Toth qui racontait ça. Et Bill Burroughs, si vous êtes curieux, vous pouvez voir sa tronche. C'est Coppola qui lui a fait jouer le rôle d'un sénateur dans un comité à Las Vegas, dans Le Parrain 2. Hein, on voit c'est un petit mec avec une moustache. Enfin, bon. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il garde sa tonalité tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film noir, donc c'est quelqu'un de normal qui fait un pas de côté, qui franchit la ligne jaune, et ça va lui être fatal. Le problème, c'est que la profonde insatisfaction du personnage, elle est là dès le début. Et effectivement, les dialogues dont tu parles sont très bons. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de se plaindre en disant qu'il est ordinaire, qu'il est moyen, qu'il est ceci et qu'il en a assez. Enfin. Et quand il se plaint à son boss, parce qu'ils vont encore jouer au bridge, etc. L'autre il dit we're in a rut, on est dans une ornière, enfin on run, quoi. C'est vrai, ça c'est le. Mais... Et le côté cynique du film, le côté film noir, c'est aussi sur ce qu'il advient de Mona, quand même. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'il y ait un tout petit peu d'espoir, qu'au moins elle se retourne, qu'au moins elle le voit avant de couloir. Enfin, voilà. Pour le coup, c'est assez sinistre. Toute la dernière bobine est absolument formidable. Enfin, quand il sort des toilettes et qu'elle la passe, bon, on va se dire, il va y avoir un dernier échange, etc. Elle se retourne pas. Et puis la porte se ferme, quoi. Et si Raymond Burr meurt, elle va rester en prison très longtemps. Et aussi, dramatiquement quand même, la scène où ils apprennent ce qui se passe, on ne nous montre pas. Enfin bon, il y a eu un coup de feu encore une fois, c'est un truc à la De Toth, coup de feu dans l'obscurité. Et on ne sait pas qui est mort. Et c'est le fait qu'il raconte ça à travers ces deux personnages encore, et ce que ça fait dans leur tête, aussi bien pour Burr que pour Mona. Je trouve que c'est vraiment c'est une invention vraiment formidable. Quel rapport il avait à ses films en général et à celui-là en particulier? Enfin, voilà, quand même une certaine satisfaction. Enfin, comment il regardait ses propres films, André De Toth? C'était un peu compliqué parce que De Toth, il avait deux. C'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire en public, il était très. Le truc habituel, mon film préféré, c'est le prochain. Enfin, des trucs, des boutades comme ça, un peu. Et il dégageait un peu en touche et tout ça. En privé, je pense qu'il était fier de certains films, souvent des bouts seulement, comme par exemple les films Warner, les westerns Warner, ou même les trucs qu'il a fait dans les années 60 et tout. Il dit oui, il y a par exemple Monkey on My Back, j'aime bien la scène de Withdrawal, j'aime bien le fait qu'on a fait ci, on a fait ça, mais bon, on n'avait pas l'acteur qu'il fallait, ou on n'avait pas si... Là, ce qui est bien, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Là, c'est-à-dire, dans Non-Shall Escape, il a fait ce qu'il voulait, mais c'était un coup de bol, et puis c'était quand même dans les limites d'un système de studio et tout ça. Là,
car si c'est un mauvais film, c'est pour sa pomme, quoi. Enfin, donc, encore une fois, il racontait, enfin, le casting en particulier, toujours il revenait là-dessus, toujours. Et bon, alors, je pense que quand j'ai fait le petit livre, d'abord je l'ai lu, j'avais pas la connaissance de tous les films, et même les films que j'avais vus, en particulier celui-ci, je les voyais dans des conditions vraiment pourries, des VHS ou des trucs comme ça. Et donc je ne pouvais pas vraiment me rendre compte de la qualité technique de ce qu'il fait. Et pas technique par exemple, dans le Play Dirty, il utilise le zoom de temps en temps, où il fait des gros plans, des trucs comme ça. C'est une espèce d'agilité technique qui sert l'histoire, et c'est jamais la même chose, enfin, à part les trucs dans l'obscurité. C'est toujours comme ça sert l'histoire, il sait exactement ce qu'il veut faire. Tout ça, il l'a acquis dans une période dont je n'ai vraiment pas insisté, je l'ai mentionné, mais c'est tout, qui était son apprentissage chez Alex Korda. Alex Korda, hongrois émigré, qui a bien joué ses cartes, etc., et qui, pendant les années 40, se trouve à Hollywood avec London Film, la compagnie qu'il avait à Londres. Et Churchill l'a envoyé à Hollywood dans l'espoir d'avoir de faire des films de propagande, des choses comme ça. Et oui, au lieu de ça, lui, Korda, il a fait le livre de la jungle ou des trucs comme ça. Mais De Toth a fait son apprentissage surtout sous Vincent Korda, qui était un des frères d'Alexandre Korda, qui était un peintre et qui est devenu chef décorateur de tous les films de son frère, et aussi de l'autre frère, encore, qui était metteur en scène. Et ça, donc Vincent Korda, il dit, moi je sais pas ce que je peux faire avec toi, et ils l'ont mis au service des effets spéciaux et tout ça. Et donc c'est là qu'il a acquis tout ça. Par exemple, c'est pas un hasard si Jack Warner l'a mis aux commandes d'un film en 3D pour le musée de cire ou je sais pas quoi, là, enfin, le truc avec Vincent Price. C'est pareil quand Curtis a dit non, moi je veux pas essuyer les plâtres avec Warner Color et tout, on sait pas. Lui, ça l'intéressait. Enfin, il était très technique comme ça. Nous, à Cinéma, on l'a trouvé à la Paramount. Il avait tout un soundstage à sa disposition et il travaillait sur un procédé 3 dimensions, un truc sans lunettes. Enfin, donc en fait, il avait tout ce côté un peu scientifique, très ancré dans le concret. Mais en fait, c'est ça aussi. Enfin, là, il y a de la parlotte parce que c'est la jubilation, quoi. Il y a les dialogues de Bill Burroughs, quand même, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas. Donc il y a beaucoup de dialogues, etc. Mais souvent dans ces films, il y a une espèce d'équilibre entre les westerns, par exemple. Il y a un équilibre entre l'image et le dialogue. La parole à la salle. On a l'impression qu'il avait un rapport, peut-être heureux serait un mot trop fort, mais un rapport un peu désinvolte et en tout cas pas malheureux au système des studios. C'est-à-dire qu'à Hollywood, il se tape d'abord Harry Cohn et la Columbia, qui est quand même un type qui avait une réputation épouvantable. Ensuite, il va chez Selznick, mais ça donne rien. Ensuite, il va se taper Warner, pareil, Jack Warner, réputation épouvantable. Et il prend tout ça avec une certaine philosophie, disons. Non seulement ça, mais il les aimait bien. Il les aimait vraiment. Enfin, moi qui ai épluché beaucoup des archives Warner à une certaine époque, et je suis tombé sur plein de lettres de jérémiades de gens qui se font lourder ou au moins qui vont ailleurs. Et c'est les récriminations tout le temps. Moi j'ai fait ça pour vous, colonel, puisqu'il l'appelait colonel. Et puis vous faites ci, ça. La lettre d'émission
de Toth, c'est l'inverse. C'est en fait sa lettre de démission, c'est comme il avait des ennuis d'argent, il était même carrément fait, il avait déclaré banqueroute avec son mariage avec Veronica Lake, et Jack Warner lui avait proposé d'éponger ses dettes et pour le garder. Et donc il dit Dear colonel, etc. Merci, et il dit mais je peux pas accepter ça, etc. Il voulait pas parce qu'il disait alors là je serais complètement prisonnier du studio pendant des années et des années. Mais par contre il le remercie pour toute sa sagesse, enfin, c'est un peu smarmy, mais et puis bon, il raconte cette fameuse anecdote dans ses mémoires sur la mission du commandant Lex. Et il tournait à Lone Pine et tout dans les Sierras, mais très haut dans les Sierras. Et il y avait le temps était pourri, il y avait du brouillard, il y avait de la neige. Il réveille tout le monde et tout, même le premier assistant, il n'avait même pas réveillé l'équipe et tout, puisque c'était la purée de pois. Et l'autre il dit mais non, allez, on monte et on y va. Et le chef-op, qui était un vétéran du studio et tout ça, il dit non, moi je ne veux pas tourner, etc. L'autre il dit tu vas quand même. Donc ils ont envoyé les Rush, qui prenaient 3 heures pour aller à Los Angeles. Ils ont envoyé les Rush et le chef-op il a mis UP, Under Protest, pour se protéger les fesses. Et ils ont tourné 3 jours comme ça. Et même Gary Cooper, qui était un pote de Toth, il l'appelait Tex. Il dit Tex, you sure, quand même, etc. Oui, c'est bon. Et le week-end s'est passé, on le considérait comme un homme mort, pestiféré et tout ça. Et la moto est arrivée, parce que ça passait en moto, le film et tout ça. La moto est arrivée avec la péloche d'abord, et puis surtout avec un message, une grande enveloppe, dans laquelle il y avait 14 000 $. Et il y avait une lettre de Jack Warner qui disait Son of a bitch, j'ai parié hier soir, j'ai gagné ça au jeu, et toi tu as parié ton job. Alors félicitations, et puis voilà. Et c'était quand même 14 000 $, c'était pas du pipi de chat. Donc ça, c'était Jack Warner, mais enfin bon, c'est vraiment la seule anecdote sur Jack Warner, enfin, à son avantage, hein, parce que j'ai jamais entendu une autre pareil, même mot. C'est vraiment un drôle de type, parce que là, tu cites la mission du commandant Lex, donc c'est avec Gary Cooper, qui est une énorme star, qui est son copain, etc. Il pousse quand même à devenir hollywoodien plus que les Hollywoodiens. Il épouse Veronica Lake, quand même, c'est pas tout à fait rien non plus. Et on a pourtant l'impression que dans sa carrière hollywoodienne, il est toujours un peu de côté, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est pas d'une régularité folle. On peut pas dire qu'il reste dans la liste des réalisateurs, je sais pas, très longtemps. À chaque fois, il redescend un peu. Enfin, on sent qu'il n'y a pas une régularité et une constance dans la réussite de sa carrière, et que ça ne gêne pas plus que ça, en plus. Oui, mais aussi il était assez mal vu de pas mal de gens quand même, hein, parce que là j'ai l'impression que j'ai donné une idée de lui, par exemple quelqu'un comme Widmark par exemple, il lui disait c'est un parfait connard. Veronica Lake, elle disait c'est un sadique ou je sais pas quoi. Alors le couple de Toth, Veronica Lake, c'est quand même Hollywood, mais alors vraiment Hollywood. Parce que vous aviez Veronica Lake qui était la star Paramount, mais qui avait carrément, dès son premier film, allé bombarder Star. Et alors, elle avait le peekaboo look, c'est-à-dire la grande mèche blonde sur l'œil. Et l'autre, il a été borgne de l'autre. Donc, ça faisait couple hollywoodien parfait. Et aussi, dans leurs agissements, pour son anniversaire ou pour même carrément pour fêter le mariage, elle lui a payé un avion
Lui, il lui a payé un vison. Et en 3 jours après, elle était en vison dans l'avion et elle mettait le feu. Ils avaient une querelle de mariage et elle mettait le feu elle était comme ça, elle était totalement destroy. Elle mettait le feu au manteau de vison dans le cockpit. Enfin. Mais bon, 4 ans après, l'avion qu'il garait chez Paul Manx, qui était le Paul Manx, c'était le type qui faisait toutes les vues aériennes, les machins, les combats aériens, tout ça. Il avait une flottille de tout ça, et il le garait à Burbank. Et ça a été l'avion a été repris. Mais il a volé toute sa vie, lui. Hein, je veux dire vraiment, il faisait tous ses repérages en avion. Et encore une fois, comme j'ai dit, il partageait sa passion avec Bill Bowers. Alors, les deux, quand même, et là, sous leur vrai nom, ils ont gagné un Oscar, quand même. Hein, ils ont gagné un Oscar pour l'histoire, pas le script, mais l'histoire de Gunfighter. C'est Gunfighter, le truc avec Gregory Peck et la moustache. Oui. Gunfighter, c'était une idée à De Toth, mais qu'ils ont développé à deux, Bill Bowers et lui. La cible humaine en français. La cible humaine, c'est ça, ouais. Et que devait faire De Toth d'ailleurs pour Zanuck. Et Zanuck voulait lui imposer Gregory Peck. À lui, il dit c'est pas possible, quoi. Gregory Peck, c'est un gentleman, d'accord. C'est même un bon acteur dans certains trucs, mais je veux dire, en type, en bout de course, Desperado en bout de course et tout, je vois pas, d'accord. Il faut un inconnu ou alors Gary Cooper, quoi. Et lui, il s'est tiré, et il s'attendait à ce que Bill Bowers fasse pareil, et Bill Bowers, il est resté pour travailler avec Henry King, qui a fait le film. Et là, il n'a jamais pardonné, et ils ont rompu complètement jusqu'à sa mort, quoi. Rodolphe a un micro, si vous avez des questions, des réflexions sur De Toth ou sur ce film-là en particulier. Oui, bonjour. Déjà merci pour avoir programmé cette rétrospective parce que c'est eux, hein, pour moi. Non mais vous parlez très bien de Toth, quoi. C'est très vivant, donc franchement c'est très sympa. Il me semble déjà vous avoir croisé en 2019, c'était pour la rétro de Standing à Eldon, et donc ce soir on va pouvoir voir le croisement des deux. Ce que j'aime bien dans les quelques films que je découvre, parce qu'avant De Toth, je connaissais que 2 films, c'était Play Dirty et puis Crime Wave. Là, dans les films que je vois, c'est tout le côté rugueux en fait de ces films que j'aime beaucoup. On sent que c'était pas quelqu'un qui aimait tout ce qui était fade, quoi. Il fallait vraiment que ça soit vivant et que en fait, quand le contexte est violent avec les personnages, et ben en fait ça aide les personnages à se révéler, à montrer leur vraie nature. Donc c'est ça qui est intéressant. Parmi les détails que j'ai retenus, il y a la séquence dans c'est le Cavalier de la Mort, je crois, qui est passé l'autre soir. Il y a une séquence de tempête, de bourrasque qui est incroyable dans ce film. Je voulais savoir si il avait loué la totalité des ventilateurs de la Columbia pour faire cette séquence. Et parce que vraiment, les éléments sont déchaînés dans cette séquence de tempête. Et l'autre point que je voulais voir, c'était les personnages féminins forts. Vous avez l'air de dire que c'est quand même un homme qui n'était pas fort, plutôt séducteur. Est-ce que ces personnages de femmes fortes dans ces films traduisent un intérêt quelconque pour les enjeux féministes ou pas du tout? Comment il faut voir comment ces personnages féminins qui sont plutôt costauds, quoi. Je repense notamment à l'infirmière dans Enfant de salaud, qui est un personnage incroyable. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de films de lui où soit les personnages féminins sont forts, ou même il y a des thématiques
en rapport avec la cause des femmes, et ça pourrait être un peu surprenant. Donc, La cause des femmes, c'est aller beaucoup loin. Enfin, Ouais. mais c'est bien loin quand même, hein, je veux dire. Sa façon de... Alors, par exemple, son comportement vis-à-vis de Véronique Alec, quand même, par exemple, le film qu'on va voir lundi, Slattery's Hurricane, c'était un comportement un peu bizarre quand même, parce que sa femme était... Enfin, il a découvert sur le tard que sa femme, non seulement elle était pochetronne, mais aussi qu'il nous disait ça. Il nous faisait ça comme ça, devant nous, à cinéma, il faisait ça comme ça. Et elle était junkie, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait jouer un rôle de junkie. Et enfin, si vous allez voir le film, vous voyez, elle est malade, quoi. Enfin, Alors lui, il disait, bah oui, je croyais bien faire, je croyais que ça lui donnerait un choc. Peut-être qu'il aimait la manière forte, je sais pas, mais enfin bon, disons que la cause des femmes, je dirais vraiment pas jusque-là, non. Alors encore que quand j'ai présenté Play Dirty, j'ai commencé une histoire qui est l'histoire du générique, la fameuse Lottie Collin qui partage l'écran avec Melvin Bragg. Pourquoi elle est là? Eh ben parce que c'était la belle-mère du producteur, mais elle était tout le temps fourrée dans les conférences quand il travaillait pour l'histoire, pour faire le scénario. Et puis de temps en temps, Salzman lui disait, allez, va nous faire à déjeuner. Enfin, apparemment, c'était une Roumaine et qui faisait des déjeuners absolument fantastiques, mais absolument meurtriers aussi, qui flinguaient le reste de l'après-midi. De Toth a appris qu'elle avait une tumeur au cerveau, en fait. Et donc après le tournage, la première chose qu'il a fait, c'est de faire une loop, enfin, comment on appelle ça, enfin, une bobine, avec le générique. Ce qu'on ne fait jamais, c'est toujours en post-production. Le truc, il n'était même pas encore vraiment monté, le film. Et il lui a projeté ça, et elle était tellement heureuse et tout, parce qu'il avait mis son nom au générique. Et elle appelait toutes ses copines et tout, et toute sa famille, et tout ça en disant, je vous avais bien dit que j'écrivais pour le cinéma, etc. Mais elle a fait ça, je sais pas, 10 projections ou 20 projections, etc. Et d'après de Toth, elle est morte en salle de projection. Enfin, aussi ça, il racontait pas beaucoup de bobards, mais enfin, celui-là, je l'ai vraiment pas avalé, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Je l'ai seulement surpris à dire un truc que là j'ai pu vérifier que c'était un bobard. Donc si on connaît les autres comme Howard Hawks, enfin, ou tous les mecs qui racontent vraiment des tas de bêtises, c'est quand même un bon ratio. Oui. Bonjour, je découvre ce cinéaste. J'ignorais totalement son existence, à part son nom. Enfin, je n'avais jamais vu de film. Et je dois vous dire que j'ai été très surprise par la qualité de ce film, tant sur le plan du scénario que du jeu, que du mouvement, du montage. On sent, comme vous l'avez dit, très bien la ville. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la complexité des personnages. Parce qu'on s'attendrait à ce que cette belle blonde soit une garce, et on s'aperçoit que c'est un personnage très, très intéressant et déroutant même à certains moments. Alors, vraiment, presque tout m'a plu. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas aimée du tout. Je me permets de le dire, je ne sais pas quel est le nom de celui qui a fait la musique, mais il y a un moment où la musique n'arrête pas de surligner, mais d'une façon pour moi insupportable, que c'est un drame, alors qu'il suffit de lire la décomposition de Dick Powell à l'écran, de voir comment il se décompose intérieurement. Il n'y a pas besoin
Ça m'a gêné. Bon. C'était comme ça qu'on faisait les choses à l'époque. Oui, non, mais je vous donne mon sentiment, alors que tout le reste, je l'ai trouvé absolument extraordinaire et ça me donne envie de voir les autres films. Voilà, donc merci à Frédéric Bonneau de nous faire découvrir quelqu'un d'intéressant. J'arrive. Il y a quelqu'un d'abord. Je peux vous faire une question. Il y a quelqu'un d'abord. Oui, vous me donnez. Oui, bonjour. C'est vous qui vouliez parler. Merci pour ce film. Ce qui m'étonne, c'est de voir la différence Par exemple, j'ai vu le western hier soir avec la tempête. J'ai vu le western hier soir avec la tempête. Ça m'a moyennement... non, ça m'a pas intéressé beaucoup. Alors que ce film-là m'a passionné parce que je considère qu'il est du même niveau que Assurance sur la mort de Wilder ou Sunset Boulevard ou je ne sais pas quel autre film noir célèbre. C'est un bijou, ce film. Voilà, bon, j'ai pas envie de trop m'éterniser là-dessus. Merci. Je voudrais revenir, si possible, sur le début de carrière d'André de Toth, notamment ses 5 films hongrois. Il a réalisé 5 films en 1 an seulement. Et est-ce que ça, le fait d'avoir réalisé autant de films aussi rapidement, pour les avoir vus en plus, je trouve que, ils sont tout à fait honorables, pas tous forcément bien, mais voilà. Et je me demandais si c'était pas une formation, ça n'a pas été pour lui une formation plus forte que d'avoir travaillé avec Korda en fait. Le fait d'avoir enchaîné autant de temps, on sent l'autodidacte en fait dans la mise en scène. Non, je pense que pour les films hongrois, il était très très bien épaulé, en particulier par le chef-op dont je me souviens plus le nom, mais qui était un des meilleurs chefs-op de l'époque en Hongrie. Et c'est un peu lui qui lui a mis le pied à l'étrier, c'est lui qui lui a fait rencontrer Molnar, le grand dramaturge qui a été adapté à Hollywood beaucoup. C'est lui, il lui a fait tous les contacts, etc. Et c'est lui qui lui a dit il faut que tu ailles à Hollywood, de toute façon. Mais Hollywood, il avait été reniflé, hein, il avait été reniflé plusieurs fois. Ça aussi, je ne le savais pas. Il n'est pas venu qu'en 39-40. Pendant les années 30, il est venu une fois récupérer une Ford à Detroit et il a fait un road trip comme ça et tout. Il y a dans ses mémoires, il y a des passages absolument formidables, mais vraiment formidables sur quand il va à Hollywood. Alors évidemment, il y a un restaurant qui s'appelle Little Hungary, et puis bon, à mon avis, il devait quand même avoir l'adresse, etc. Et c'était le propriétaire, il s'appelait Geza, et c'était en fait le père d'un mec qui est devenu un surfeur de légende dans les années 60 et tout ça. Et Dotos prétendait que c'était lui qui lui avait appris à monter sur une planche. Ça, c'est aussi pareil. Mais alors, il raconte un truc, c'est que dans l'après-midi, donc le restaurant était fermé, mais ça devenait un club pour tous les immigrés, etc. Et en particulier, il y avait une table de ping-pong, et c'est Peter Lorre qui mettait des raclés à tout le monde. Et ça, quand même, c'est quelque chose de... quand il raconte ça, on se dit, il y avait ce truc-là qui se passait et tout. Alors, et en 39-40, le type a changé le nom, c'était plus Little Hungary, c'était je sais plus quoi, Gypsy, je sais pas quoi, parce que la Hongrie n'avait pas tellement bonne réputation aux États-Unis, quoi, parce qu'il était dans l'axe. Bonjour.
toujours. Tout d'abord, bravo et puis merci pour la rétro, parce que moi, depuis 4 jours, j'ai annulé. J'ai vu Play Dirty, je viens tous les jours, quoi, du coup. Et deux, trois trucs un peu en vrac, mais déjà dans Play Dirty, moi, il y a un moment donné où j'ai pensé à Herzog avec les jeeps qui passent par-dessus la montagne, il y a quand même un truc incroyable techniquement pour l'époque. Alors, je vous interromps un moment, vous donnerez les autres questions. Et ça, c'est pratiquement un morceau dans le film où tout s'arrête et il y a ce problème, l'ingénieur fait... et ça, c'est un truc que De Tos adorait faire, et un truc que j'ai retrouvé dans un film que j'ai découvert récemment, ça s'appelle Delors pour les Césars, et ça commence en Espagne, et dans une mine, etc., et ils viennent de construire un pont, et ils mettent une espèce de stèle en haut, mais énorme. Et il y a, mais je sais pas, 10 minutes qui se passent à monter le putain d'engin, alors avec des poulies, etc. C'est exactement la même chose qu'avec les Jeeps. Et surtout, c'est c'est un péplum, c'est un péplum avec Mylène de Mongeau. Il commence son film comme ça. C'est pas avec les légionnaires ni rien. On se dit, mais c'est quand même culotté. Mais en même temps, il bâtit non seulement le pont, mais il bâtit certains de ses personnages. Par exemple, le type, je crois que c'est pas Tab Hunter, c'est Hunter, le type de The Searcher, comment il s'appelle oui. Il voit, il y a un esclave qui se prend une pierre sur la tête, je sais pas quoi. Il voit dans sa réaction, etc., on sait que ce type, c'est pas le légionnaire courant, quoi. Voilà. Donc ça, c'était des choses qu'il aimait faire. Ok, les autres. Et oui, du coup, je veux dire, la séquence, elle est géniale à tous les niveaux. Elle raconte un truc, elle est utile et elle est incroyable. Enfin, il y a tout en un. Elle n'est pas gratuite. Pareil, un détail, mais juste pour la déconne, mais quand j'ai vu dans Les Chevauchés des Bannis, la mort à la fin dans la neige d'un des méchants, des deux derniers méchants, avec le réveil du mec gelé, j'ai vraiment pensé à Shining et au mec et à Jack dans le labyrinthe. Il y a vraiment, c'est exactement le même montage, séquence, un détail. Mais moi, depuis 4 jours, je remarque quand même un truc, qui m'interpelle beaucoup. Je voulais vous demander par rapport à l'écriture, c'est-à-dire le rapport de Toth à l'écriture. Comme disait la dame tout à l'heure, il y a quand même toujours un décalage. Tout est décalé tout le temps, tout est très moderne en fait. Il y a un décalage moderne par rapport à tous les films de la même époque à chaque fois. Il va ailleurs, il va toujours un peu ailleurs, il va toujours chercher un truc pas hyper agréable, très moderne, avec, comme tout à l'heure, le personnage féminin qui n'est pas du tout là où on l'attend. Et moi, ça fait 4 films que je vois, et les 4 films, je trouve qu'il y a un dénominateur commun, qu'il y a toujours un décalage, il y a toujours un regard différent. D'où ma question par rapport à l'apport qu'il pouvait avoir à l'écriture et à ce qu'il voulait raconter finalement. Ma réponse, c'est simplement lisez ses mémoires, parce que c'est les mémoires de cinéastes les plus originales que je connaisse. Alors, original, mais aussi frustrant, parce qu'il parle pas de... Parce qu'il n'y en a pas assez sur les films. Il n'y en a pas assez sur les films, et puis pour son éditeur, il n'y en a pas assez sur Véronique Alec non plus. La preuve, c'est que moi, je travaillais avec lui, parce que je faisais la recherche photo, et puis il m'avait fait lire le truc un peu, mais j'ai dit, mais Véronique Alec, c'est les éditeurs anglais, c'était pareil, c'est oui, Véronique Alec, quoi. Après, il s'est fendu de, je sais pas, une page ou deux, donc, des fois, c'est simplement 16 pages sur un truc qu'on ne connaît pas, mais c'est lui, c'est le bonhomme, quoi. Monsieur. Oui, bonjour. Merci pour cette rétrospective. J'ai une question sur le film qui passe demain, L'homme au masque de cire, puisqu'il est annoncé simplement dans le programme écrit en DCP, et sur les écrans, il est annoncé en 3D. Et c'était le cinéma en relief façon ancienne. Hitchcock l'avait fait aussi dans Le crime était presque parfait. Et ça n'a rien à voir avec la 3D moderne, donc si c'est vraiment comme l'ancienne,
J'invite les spectateurs à aller le voir et sinon à nous expliquer comment on peut transformer un DCP en 3D. Mais je vous confirme que c'est en 3D en tout cas. Et comment on peut transformer un DCP en 3D? Jean-François? Le film a été réédité au numérique, mais dans une version 3D. Avec des lunettes, parce que le procédé Warner, en fait, c'est deux projecteurs synchronisés. On l'a montré comme ça, d'ailleurs, il y a quelques années. C'est le procédé relief le plus beau, le plus parfait, mais le plus compliqué, parce que suffit que ça soit désynchronisé ou qu'il manque un photogramme et tout est foutu. Mais le film a été réédité en numérique il y a quelques années, et ils ont reconstitué le relief. Voilà. Bon, ça ne sera pas aussi beau que le 35 mm, mais le film sera en 3D. Moi, je l'ai vu au Grand Action en 35 mm et en 3D chez Jean-Max Cos, mais il fallait être là. C'était il y a un moment, il faut l'admettre. Autre chose. Oui, je suis là. Oui. Bonjour Monsieur Garnier, là, je sais pas. Moi, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui parce que j'avais lu votre livre Oniswa Kimalibu il y a très longtemps de ça, donc je vais me replonger dans mes notes que j'avais fait à l'époque. C'est vrai qu'André de Toth, Veronica Lake, ça me fait penser à Orson Welles et Rita Hayworth. Hein, c'est deux grands réalisateurs qui ont été à un moment donné mariés avec une très grande star d'Hollywood. Ma question, alors j'en ai deux. La première, bon, j'adore les films noirs, celui-là était vraiment excellent. La chose qui m'a frappé, c'est au niveau du ton. Finalement, il y avait un côté très valeur familiale avec la cellule de la famille, sa femme, son gosse. Et puis finalement, à la fin, on peut dire que finalement, ça finit quelque part en happy end, puisque la femme décide de pardonner les écarts de son mari, ils veulent donner une seconde chance à leur mariage. Donc on finit vraiment sur une note très positive, et j'ai trouvé ça très étonnant pour un vrai film noir. Vous la trouvez vraiment heureuse, cette fin? Enfin, moi, je sais pas, ça me paraît mal barré. Hein, on sait pas. Moi, non, on sait pas, vous avez raison, on sait pas. Mais enfin, c'est pas un happy end à la Hollywood, quoi, disons. Non, alors, quand même pas, mais en tout cas, elle veut lui donner une chance, donc moi, je suis de nature optimiste, j'estime qu'ils vont peut-être arriver à continuer, mais en tout cas, ça finit bien mieux que la plupart des films noirs. Donc ma question, est-ce que vous connaissez d'autres films noirs qui sont comme ça, qui ont des fins moins tragiques que ce qu'on a d'habitude ou en général? Oui, par exemple, un film sur lequel ce type de Rattler a bossé, qui est un des premiers films ça y est, je l'avais juste sur le bout de la langue, de Siodmak, de Robert Siodmak, enfin, c'est un truc... c'est un peu comme les 39 marches, un peu, des gens en fuite, il y a même, je crois, des menottes, enfin, c'est absolument ébouriffant et tout, mais donc c'est un film noir parce qu'ils sont un peu dans la merde et tout, il faut qu'ils trouvent un coupable, enfin tout ça, mais c'est aussi, ça, c'était le fait de Paramount. Paramount, ils avaient un problème avec les gens, c'est qu'ils ne pouvaient jamais le faire straight. Il y avait toujours un côté, il fallait toujours rajouter un peu de comédie ou de trucs comme ça, et c'est le cas. Par exemple, le truc avec Veronica Lake et Alan Ladd, Gun for Hire, adapté de Graham Greene. Il y a des scènes qui viennent pas du tout du roman pour un peu alléger un peu la noirceur du film, quoi. Ouais, mais pas dans Assurance sur la mort, qui pourtant est un film Paramount. Non. Et encore que, il y a beaucoup d'humour dans le film quand même. Deuxième question, du coup, André de Toth, bon, j'avais déjà vu un ou deux de ses films il y a très longtemps, là je vois celui-là aujourd'hui, c'est vrai qu'il en a fait quand même beaucoup. Vous, du coup, vos 3-4 meilleurs de Toth, ce seraient lesquels? Celui-ci, Crime Wave, qui passe ce soir, enfin Chasse aux gangs, qui là, alors c'est l'inverse, là, c'est ensoleillé, c'est familial, Crime Wave, c'est
un film dur, qui va vite. En fait, il change de registre presque à chaque fois. Alors, il y a des choses comme ce que j'ai relevé, son goût pour la nuit américaine, des choses comme ça, mais il est très très disparate en fait. Alors bon, le genre dans lequel qu'il a le plus pratiqué, c'est le western évidemment, par goût d'abord parce qu'il adorait ça, mais c'est pas non plus ses meilleures réussites. En western, il y a Femme de feu et puis La mission du commandant Lex. Et puis, La chevauche chez les bannis. Alors oui, La chevauche chez les bannis, ce serait aussi un de mes films favoris. Play Dirty aussi. Je vais commencer par ça. Alors, merci, monsieur. Là, je suis... Oui. Oui. Je voulais juste, moi je me suis arrêtée parce qu'il est en effet très rythmé, ce film, très 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 rythmé et parfois truculent comme ça. Et quand même, il s'arroge, il nous donne des temps morts, par exemple dans le bateau, où c'est assez stupéfiant parce qu'il nous laisse croire à un éventuel basculement, je sais pas, un accident ou quelque chose où elle le fasse disparaître ou quelque chose. Et donc on amorcerait un autre scénario, ce qui n'est pas là. Ou alors quand il rentre aussi je veux vous répondre tout de suite à chaud. Ouais. Je pense qu'il dégèle Dick Powell. C'est-à-dire de raide et dur à cuire, etc. Donc il nous le met en profil, quoi. Voilà, c'est l'effet qu'il lui fait. Et là, il lui fait. Oui, d'accord. Mais il y a d'autres moments aussi de répétition un peu lente. Je parle de ça par rapport c'est paradoxal par rapport au rythme comme ça, très très, voilà, une espèce de truculence. Et puis parfois ces arrêts avec la secrétaire de McDonald's. Voilà, où c'est un peu burlesque. Vous avez raison. Où il y a un burlesque. Ou alors des arrêts aussi avec ce serveur qui est au téléphone. Et puis la scène se coupe et il lui demande qu'est-ce que vous voulez boire. Et puis Mona part. Et donc de s'arranger ça, là encore, il part dans une direction. Voilà, je pense à La femme à abattre avec Humphrey Bogart. Où moi, ça me fait penser à La femme à abattre. Mais parce qu'il y a quelque chose chez lui où il y a un côté Bogart, mais un peu, pas décati, mais un peu faiblard, mais il a ça. Il a ça. Et aussi ce côté dans La femme à abattre, où des moments comme ça de latence, un peu, on se questionne, donc il y avait ça. Et je voulais juste souligner pour Lisbeth Lisbeth Skoll, parce que vous disiez que c'était un de ses meilleurs films, c'est ça. Hein, et je trouve qu'elle a quelque chose d'extrêmement singulier, mais vraiment très singulier, à la fois dans son physique, dans aussi ce côté très androgyne, donc plutôt audacieux de la part de Toth, et de la mettre comme ça, c'est assez spectaculaire quand même ce côté androgyne qu'elle a, même très, je trouve. Et aussi cette voix à la Bacall, qui est quand même assez extraordinaire, et voilà, avec le jolly de la mère, qui est aussi très truculente, hein, puisqu'il y a ce dialogue en ping-pong qui est excellent, et où elle est jamais minimisée, jamais mise dans une position de femme qui subit, jamais. Mais je parle de Lisbeth Scott, où vraiment j'ai trouvé que c'était très singulier, à la fois son jeu et ce physique très, très filmé de manière très audacieuse et presque, très moderne. Voilà, juste ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à tous. Merci, Philippe. On se retrouve sur la mezzanine pour la signature et ensuite à 18h30 donc pour le western qui s'appelle Ramrod.